Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Tunisnet TV, bien sûr, dans notre émission Débat News qui vient chaque lundi à 20h15. On revient, comme vous le savez, sur l'actualité de la semaine dernière et l'actualité de la semaine dernière était bien riche. Sur notre plateau ce soir, je reçois Monsieur Ahmed Tatal, membre du bureau d'information du parti Tahrir. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Slah Mcharek, membre du bureau politique du parti Takatel. Slah Mcharek, bonsoir. Slah Mcharek, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Monsieur Majd Hajali, membre du comité central du parti El Joumoul. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on va revenir sur plusieurs points. Le procès de Wael 15 en début de semaine, qui a pris 2 ans de prison ferme, le Congrès national contre la violence et le terrorisme. Nous allons revenir sur la loi d'immunisation de la révolution, le projet de la Constitution, la sécurité du pays et la mine qui a explosé la semaine dernière au Jbel Chaambi. On reviendra sur le 2e congrès national du parti Tahrir et bien sûr sur l'entreprise Galaxy. Alors on va ouvrir 5-10 minutes sur ce sujet qui a volé l'argent je ne sais pas si on peut dire il a volé l'argent ou si c'est les citoyens qui ont déposé de l'argent et n'ont pas été payés. On reviendra avec vous qui est beaucoup plus informé sur Galaxy, ce Yusr sujet. Développement. Comment? L'entreprise s'appelle Yusr Développement. Yusr Développement. Mais bon, en tout cas, on reviendra sur ce sujet-là. On revient tout de suite. Alors, on y va. On commence la première partie avec le procès de Wael 15. Alors, est-ce qu'il mérite 2 ans ou pas? C'est ça la question. Est-ce que la justice a été juste, justement, et de donner 2 ans de prison ferme à un artiste? Est-ce qu'on considère que c'est un artiste? Est-ce qu'on comment, selon le parti Takat, comment vous jugez cette affaire? Ce qui est certain, c'est que la Révolution a donné beaucoup d'espace de liberté après donc le 14 janvier. Ce qu'on remarque et ce qu'on voit en Tunisie dans cette période transitoire, c'est que il y a certainement beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de dépassements de part et d'autre. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas considérer que c'est normal de mettre quelqu'un pour une chanson en prison. Cela ne veut pas dire qu'on condamne la justice ou on veut se mêler de la justice. Nous croyons à l'indépendance de la justice, mais nous pensons aussi qu'il y a beaucoup de pression qui s'exerce sur la justice en Tunisie actuellement. Le 15 a quand même fait l'incitation à la violence, quand même, qui traite de chiens des policiers. Ok, d'accord. Je ne sais pas, je fais l'avocat du diable. D'accord, mais c'est quand même la liberté d'expression qui est en jeu. Je veux dire, mais est-ce que la liberté d'expression a des limites? On a vu de dépassement. Il y a des limites, certainement. Mais dans cette période transitoire, on a vu des dépassements sur les plateaux de télévision par des hommes politiques, même des secrétaires généraux de certains partis, dépasser ces limites. Donc on ne peut pas... C'est-à-dire pourquoi condamner lui et pas les autres? Condamner lui, parce qu'on considère que dans cette période transitoire, il faudrait quand même un peu de tolérance. D'accord. Ça ne veut pas dire influencer la justice ou les décisions de la justice. Ça, il n'y a pas question. Mais si, admettons que Wael 15 a été relâché, qu'il n'aurait rien eu, est-ce qu'il ne va pas se dire, lui ou d'autres rappeurs, bah tiens, lui, il a fait ça, ça ne va pas inciter les autres rappeurs à faire plus que ça? Certainement, on compte aussi sur la conscience des citoyens et des journalistes et des artistes pour qu'eux-mêmes, je vais dire, soient conscients de cette période transitoire et essayent de moduler et de ne pas se mettre dans cette logique de violence. Mais dans une période transitoire, il y a toujours ces genres de dépassements. Mais il faut être optimiste, il faut appeler nos journalistes, nos citoyens, nos chanteurs, nos artistes, nos hommes politiques et surtout les hommes politiques à modérer un peu et lutter contre cette violence verbale. Par rapport au procès de Wael 15 qui a pris 2 ans de prison, on a vu que quand même plusieurs rappeurs ont protesté contre cette condamnation et ils appellent même à manifester le vendredi dernier, le jour de la fête de la musique, à Sidi Bouzid, à Tunis, etc. Alors, Joumoul, vous considérez cette affaire comme juste ou injuste? Alors, on va cadrer. Là, on parle de décision de justice. Moi, personnellement, étant avocat, j'aime pas commenter les décisions de justice, mais
je note que ce n'est pas une décision définitive, qu'elle est passible d'appel. J'espère qu'en appel, les juges prendront en considération ces éléments-là que monsieur a évoqués et qui sont le cas d'artiste. Les 2 ans, c'est quand même assez sévère. C'est assez lourd quand même. C'est assez lourd, c'est assez sévère. À savoir que pour une peine de 1 an de prison avec 1000 dinars, c'est pour un emprisonnement pour du stupéfiant. Consommation de stupéfiants, Voilà. Exactement. Donc, j'espère qu'en appel, la peine sera revue largement à la baisse, ne soit pas privative de liberté. Quand vous dites légèrement à la baisse, c'est-à-dire 1 an de prison ferme? Non, et non privative de liberté. D'accord. Et non privative de liberté. Après, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, moi, ça me gêne personnellement de critiquer la justice, mais il y a des gens qui doivent aujourd'hui assumer, qui ont des réticences au niveau de la Constitution, on en reparlera plus tard, sur les instances de la justice, sur les garanties d'indépendance de la justice. Et cette problématique se pose aujourd'hui pour Oudelkaz, s'est posée pour les agresseurs de l'ambassade des États-Unis. Et on a un feuilleton qui dépasse de loin le cas Oudelkaz. Donc on a des jugements qui ne sont pas expliqués et explicables. Moi, j'espère que ça va inciter d'abord la société civile et les partis pour faire pression pour que soit garantie une vraie indépendance de la justice avec de vraies garanties. Et je pense que c'est ça le sujet, beaucoup plus que Oudelkaz. Je pense que les juges en appel prendront tous ces éléments en considération et j'espère que la peine sera non privative de liberté. Parti Tahrir, par rapport à Oudelkaz, quelle est, selon vous, selon votre philosophie au parti Tahrir, est-ce que c'est juste, c'est pas juste? Est-ce qu'il faut faire appel? Est-ce qu'il faut une condamnation plus lourde que ça ou pas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, je dirais que au niveau de la philosophie, appeler à l'indépendance, à la clémence, aux limites des dépassements, tout ça, nous sommes dans une situation où l'être humain se place comme juge pour une sanction qui pourrait concerner la liberté, la dignité d'une personne. Je pense que nous ne pouvons pas, d'après notre philosophie musulmane, nous ne pouvons pas juger ce type d'acte. D'actes. C'est-à-dire que pour nous, le système, la sanction, le système doit être présenté par le Créateur. C'est lui qui nous donne les solutions, comment résoudre nos problèmes, les limites de notre action, al-halal ou al-haram. Est-ce que j'ai le droit d'injurier des gens, de tuer, de frapper, d'user? Comment exploiter tout ce qui se passe autour de moi? Et c'est là le problème de certaines personnes, il n'y a pas que Oudelkaz, nous vivons dans une société, dans une jungle, où chacun essaye, avec ce qu'il a comme force interne, d'exprimer sa volonté et de faire ce qu'il veut. Et c'est ce qu'on nous a appris. La démocratie ou le système libéraliste, c'est de s'exprimer en toute liberté. C'est ce que vous rejetez, vous, hein, c'est ce que je vais terminer. Je vais terminer. J'essaye de... c'est-à-dire chacun... Allez-y. Et donc, on se trouve face à une problématique. Comment juger ce type d'action? Est-ce que nous sommes aptes à juger ça? Moi, je ne parle pas de l'institution juridictionnelle qui applique une loi que le législatif a déjà décidé. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, reprocher au juridictionnel aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pris en considération que Oudelkaz s'est présenté tout seul la deuxième fois, donc il était susceptible, lorsqu'on est absent, on n'a pas pris en considération la Cour, c'est vrai, on a la peine maximale. Mais si on se représente, d'abord, je ne sais pas si Majd pourrait le confirmer, lorsqu'on se représente devant la Cour, c'est-à-dire c'est un pas vers... Des circonstances atténuantes. C'est des circonstances atténuantes. Celle-ci n'a pas été prise en compte dans le cas de Oudelkaz. C'est vrai que le maître dit que l'appel pourrait régler ce problème. Mais à quel prix? À quel prix attendre à chaque fois que
la première instance inflige une peine, et puis après c'est l'appel, et après il y a ce qu'on appelle la cassation. Et tout ça, c'est de l'argent. C'est un acte qui pourrait être sanctionné simplement, justement, en une seule fois, et c'est fini. Alors, selon le parti Tahrir, si jamais, vu comment il n'y a pas de démocratie, etc., vu comment vous voyez le système, comment dire, c'est anarchie. Voilà, selon comment vous l'appelez, Walde 15, il aurait pu être jugé comment dans votre système à vous? Comment il aurait pu être jugé, selon vous? D'ailleurs, je ne sais pas si le maître a une idée sur la législation islamique. Il y a deux types de sanctions. Il y a le hudud et il y a le ta'zir. Le ta'zir, c'est-à-dire que c'est des sanctions qui sont pas très lourdes. Elles sont instantanées, elles sont infligées sur le champ, c'est le style. En place publique ou dans le tribunal? En place publique. D'accord. Ou par exemple, ça pourrait être c'est-à-dire le sijan, l'emprisonnement, c'est une des clauses de sanction, de ta'zir. Par contre, le hudud, elles sont fixées, on ne peut pas les changer. D'accord. Mais Walde 15, ça aurait pu être comment, selon vous? C'est une injure qui ne touche ni idéologie, ni aqida, ni rien. Ça ne mérite pas toute cette histoire, alors que la Tunisie... Il aurait pu avoir quoi, selon Parti Tahrir, selon la juridiction islamique? Par exemple, la justice islamique. C'est-à-dire, selon la justice islamique, le même cas s'est présenté juste avant, avec l'un des premiers, le chef de gouvernement, et il a présenté des propos injurieux envers la même institution. Il n'a rien reçu auparavant. Vous parlez de Béji Qaïd Sebsi? Oui. Quand il a traité de singes les policiers, c'est pas ça? Parce que, voilà, justement, c'était beaucoup plus grave. Certains sont des singes pour eux, d'autres c'est des chiens, alors que ce sont des êtres humains. Très bien, alors on va donner la parole. Et il a justement une responsabilité renforcée, non pas Hassan. Donc là, c'est les problématiques de la démocratie. C'est ce que nous n'acceptons pas dans tout ce qui est humain, inhumain. C'est-à-dire il est inhumain de donner à un être humain de juger un acte qu'il ne pourrait jamais connaître. Par exemple, donner une gifle à quelqu'un. Si on donne une gifle à un président en cours, qui est en exercice, ça nous coûterait beaucoup plus cher, comme le coup de soulier à George Bush, ça a coûté très cher au type qui l'a fait, malgré qu'il était... Ça aurait été un être humain qui n'aurait été pas... Si ça aurait été, par exemple, un gardien qui aurait été frappé par une gifle, ça aurait été différent. Donc comment faire? C'est là où on fait appel, nous, comme parti de libération, à remettre les pendules à l'heure et de donner ce qui est à Dieu, et ce qui est à César, mais surtout ce qui est à l'humain. On ne va pas passer beaucoup de temps sur Walde 15, on va faire un petit tour de table, mais pour répondre peut-être... Sur le fond. Juste une petite remarque, c'est que les injures, c'est vraiment le début de la violence verbale. Et c'est le début de la violence même physique. Et les injures, on a vu plus que des injures, je vais dire, de provenance même d'hommes politiques ou sur les plateaux de télévision. On les a vus. Et donc, c'est quand même une atteinte aux libertés lorsqu'on injure quelqu'un. Mais quand même, il faut laisser la justice travailler et il faut aussi appeler, dans cette période transitoire, à appeler les gens, appeler les hommes politiques à faire très attention à ce qu'ils disent. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que tout le monde doit être appelé à plus de responsabilités. Parce que bien sûr. Quand on parle de chiens ou autres qualifiés, on oublie que derrière le policier, il y a des familles, il y a des enfants qui vont à l'école. Un policier m'en a parlé. Ma fille a du mal à aller à l'école parce que ses petits camarades, ne sachant pas exactement le bien et le mal, la traitent de fille de chien. Et c'est choquant pour les enfants. Bien sûr. Surtout que les enfants sont violents entre eux. Hein. C'est des familles, c'est des entités, c'est pas des policiers. Un policier, c'est pas une tenue. Moi, j'aurais une question peut-être pour... Il ne faut pas oublier, excusez-moi, il ne faut pas oublier quand même que l'appel à la violence, on ne l'a pas vu uniquement venir d'un artiste ou d'un journaliste ou d'un politicien. On la voit partout dans la société et dans toutes les places. Et surtout là où il faut voir et ne pas se tromper. Lorsqu'on voit, par exemple, dans des places publiques, des gens appellent à la violence,
Ou dans les mosquées, quand on prêche. Ou dans les mosquées. Les Aussi, il y a- LPR. J'ai vu, exactement, j'ai vu... Les ligues de protection de la Révolution, oui. Tout appel à la violence est C'est condamnable. condamnable, ça. Y compris... Pour clore ce les- sujet, les- vite les fait, artistes. une petite question. Est-ce que, finalement, quand on a entendu le parti Tahrir discuter et de dire qu'il faut une justice islamique, etc., est-ce que c'est la solution pour notre pays, selon vous? Est-ce que ça pourrait régler nos problèmes? C'est la seule solution possible dans tout le monde. On va laisser les répondre. Vous, c'est sûr. Intervenu. Hein? Ils ont intervenu. Non, c'est une question par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce que ce qu'a dit M. Tatar, et qui représente le parti Tahrir, est-ce que ça pourrait être une solution pour la Tunisie? Bon, d'abord, il faut voir, est-ce que, En 2 minutes, hein. est-ce que la législation existante ou antécédente ou qui existe ailleurs, est-ce qu'elle est anti-islam? Moi, je dirais non. Je veux dire, en Tunisie, par exemple, on est musulman depuis des siècles et on a des lois, on a une justice. Est-ce qu'on peut dire que ces lois ou cette justice, elle est anti-islam? Non. Si l'islam apporte un ajout ou une valeur ajoutée à notre société, bien sûr, c'est ce qu'on cherche. Mais dire qu'actuellement, il faut appliquer parce que la loi islamique, parce qu'avant, ce n'était pas appliqué, non. Très bien. Le maître pourrait certainement nous éclaircir pas mal d'idées. Les contrats, le type de contrat et tout ça, c'est vraiment la législation tunisienne, je veux dire, elle a beaucoup, ou même la majorité de la C'est-à-dire qu'avec la législation islamique, on ne pourrait pas faire des contrats... Elle est en phase en phase avec la législation islamique. D'accord. Bon, il y a des corrections, il y a des ajouts, il y a des améliorations. Non, mais c'est pour les téléspectateurs. C'est pour ça qu'il y a des parlements dans le monde. D'accord. Quel est le rôle du Parlement? C'est contrat améliorer et la loi, améliorer. C'est une notion très islamique. Alors, pas tous ensemble, on ne va pas parler de ça ensemble. Alors, Jumhuri. Le contrat, quand on dit le contrat et la loi entre les partis, c'est une notion vraiment très islamique. Très islamique. Très islamique. D'abord, mais aujourd'hui... C'est-à-dire que l'approche qu'a présentée Sisleh, c'est une approche un petit peu qui banalise l'optique, l'anti-islam. Est-ce que vous pensez qu'imposer une société commerciale à 30 ou à 35%, à 50% lorsque Bourguiba était président, le TPS et tout ça, n'est pas anti-islam? Non, moi je cherche pas à Ou discuter. que le revenu d'une personne physique soit imposé à 1001 impôts, ceci n'est pas anti-islam. Lorsque nous considérons que la propriété individuelle est l'un des fondements de l'économie. Je parle d'économie. De quelle école? Ça vient d'où? Pour le reste. De quelle école? C'est-à-dire que pour nous... Qui a dit ça? Oui, qui a dit ça? Je vais vous le dire. Pour nous, le zakat impose les fonds qui ont été épargnés pendant une année à 2,5%. Et personne, même pas Saïdna Omar, pourrait les monter à 5%. Aujourd'hui, avec ce système qui nous est imposé par l'étranger, nous sommes imposés à 35, 40, 45% pour les personnes physiques. Si on peut donner plus aux pauvres... Malheureusement, à partir de... Quels pauvres ont pris... C'est les pauvres qui payent l'imposition dans ce système. Alors que dans le système islamique, c'est seulement les riches qui payent les impôts et pas les pauvres. Non, je m'excuse. Non, zakat, il n'y a pas que les riches qui payent zakat. Qui? Non, tous ceux qui ont une valeur ou un montant donné ou un bien donné pendant un an, qui sont obligés de donner C'est-à-dire à partir de quel montant? C'est pas uniquement les riches. D'une épargne d'environ 2000 dinars pour une année. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui gagne 500 000 dinars par an. Non, écoutez, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Quel est l'anti-islamisme? Je veux répondre à ce que vous avez dit comme anti-islamique. Non, je n'ai pas dit anti-islamique. Il a dit que la loi n'est pas anti-islamique. La loi tunisienne n'est pas anti-islamique. Voilà. J'ai dit que... je pense que la meilleure méthode de réfléchir dans ce sens, ce n'est pas l'anti-islamisme. C'est ce que le colonisateur, ou plutôt
ce qu'a essayé de faire, c'est-à-dire l'Occident à un certain moment. Voilà, prenez tout mon système législatif, juridictionnel, politique, commercial, économique, etc. commercial. Il n'est pas anti-islamique. Oui, mais est-ce que Alors que la meilleure méthode pour ça, c'était plutôt d'avoir une juridiction, une législation, une réglementation qui émane de notre idéologie. C'est ce que j'essaye tout à l'heure. Est-ce que vous croyez C'est ce que que la j'essaye législation de en présenter. Tunisie a été mise en place par l'étranger? Il ne faut pas oublier le rôle qu'a joué Zaytouna. Non, il ne faut pas, mais parler de Zaytouna dans ce sens. Non, c'est les fondateurs. Elle s'arrête. Non, je ne dis pas que Zaytouna, non. Hein. Zaytouna n'a pas participé dans la mise en place. C'était plutôt les pro-bourguibiens de la Zaytouna. Attention, il ne faut pas mettre Zaytouna aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas réconciliée avec la société civile tunisienne. On va recadrer le débat. Juste par rapport à cette histoire. On va laisser un peu Jomhouri aussi dire un mot. Je tiens à préciser, vous qui parlez de généralité, vous avez parlé en généralité. Parce que quand vous dites l'impôt en Tunisie pour les personnes physiques à 45%, c'est pas vrai. C'est un impôt. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Donc, c'est un impôt progressif. Je n'ai pas du tout osé. Vous avez un impôt progressif pour les moins démunis. Ils ne payent pas d'impôts. Ceci étant, l'échelle doit être augmentée. Nous, au Jomhouri, c'est ce qu'on préconise. Et je vous informe par ailleurs qu'en dehors les fonctions de l'État islamique du temps de Sayyidina Omar et les fonctions de l'État aujourd'hui, on n'a pas les mêmes fonctions. Je vous parle par exemple en matière militaire. Avant, les soldats étaient payés sur ce qu'on appelait al-ghanim. Aujourd'hui, on ne va pas demander aux soldats, ils ont d'autres fonctions. On ne va pas leur demander de payer Al-Ghanim. Il n'y avait pas l'hôpital public, il n'y avait pas l'éducation. L'État n'était pas... L'État, Aziz Othman, n'est pas... Rassurez-moi, Aziz Othman ne date pas de Sayyidina Omar. Et il date d'une période où la Tunisie a commencé à... Vous me dites c'est pas grave. Moi je vous dis l'impôt zakat remplissait une fonction. Oui. Aujourd'hui les fonctions de l'État sont beaucoup plus larges et donc l'impôt est beaucoup plus large. Je ne vois pas en ça une atteinte à l'islam. Voilà les deux. Rien ne m'empêche. Moi je paye mes impôts. Je vais préciser juste une petite précision. C'est un devoir pour moi de payer. Allez-y, terminez. Juste pour vous dire. Et je vous donne la parole. Ce genre de débat. Et on passe à autre chose d'ailleurs. Ce genre de débat. Il ne faut pas que ça soit notre débat d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus important à discuter. Il y a plus important de sujets à discuter entre nous. Est-ce que zakat ou les impôts, je ne pense pas que c'est le problème de la Tunisie aujourd'hui. Et les divergences actuellement... Le problème, c'est pas est-ce qu'on est musulman. Le problème, c'est un peu la sécurité des Tunisiens. Voilà. C'est un peu. Exact. Et, je sais pas. Et ces divergences. Moi, je respecte beaucoup ce que vous dites, mais on aurait été en face de quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même école de Hizb ut-Tahrir, nous aurait dit autre chose. Moi, je suis musulman. Moi, je pratique l'islam depuis ma naissance, depuis que je suis adulte. Et je suis né d'une famille musulmane depuis. Non, pas de côté individuel. Mais de la société, nous, on ne discute pas. Le sujet, l'islam, il ne faut pas que l'islam soit un sujet de divergence entre nous. Vous êtes musulman, je suis musulman, on est tous musulmans. Et chacun on paye nos impôts et je paye en plus les zakat. Et ça, pourquoi je suis pénalisé, je suis obligé de payer des impôts et zakat. Et zakat aussi. Alors qu'en principe, d'après... C'est la nécessité de notre société actuelle. Très bien. Ould 15, il nous a amené très loin, je pense. Allez, un dernier mot, vous voulez dire. Un dernier mot, allez-y, allez. Les ressources de l'État ne sont pas que zakat. C'est juste un exemple que j'ai cité. Notre livre, Le système économique de l'islam... Vous n'avez pas apporté avec vous aujourd'hui votre fameux livre. J'ai pas pu... Aujourd'hui, je pensais parler de Keynes et puis on se trouve sur Keynes. On s'est retrouvé sur. Voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. On passe au Congrès national contre la violence et le terrorisme. Oui. Hein vous avez participé au Congrès? Pas du tout, non. Pas on n'a même pas été invités. Voilà. Nous sommes considérés comme peut-être. Bon, en tout cas, on a vu que de toute façon, vous n'avez pas manqué grand-chose. Le Nahda s'est retiré, le CPR aussi, d'autres partis se sont retirés. Jomhouri, je vous donne la parole. Jabba Shabaï aussi.
Non, Djaba Chabaï, non, ils ne sont pas retirés. En tout cas, pas eux. Ils se préparent. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce congrès contre la violence et le terrorisme? Est-ce que c'était quelque chose de... est-ce que c'était une bonne idée? C'était le moment? Est-ce qu'il fallait le faire peut-être avant ou après? Ou parce que les élections arrivent? Qu'est-ce qu'on peut en dire, On finalement? ne va pas dire, encore une fois, que c'est tardif. Moi, je dirais, vaut mieux tard que jamais. Voilà. C'était nécessaire, ça s'imposait. Pour nous, c'était une nécessité parce qu'aujourd'hui, la violence, comme on l'a dit, elle est politique, elle est verbale. On est arrivé, le Tunisien en est arrivé à tuer et à porter les armes contre ses frères tunisiens, ses concitoyens. On en est arrivé à un stade où il fallait un consensus national sur des principes qui sont le refus en bloc de toute violence. Ce qui s'est passé, je pense que les gens en parlent beaucoup et négligent l'essentiel. Je pense que beaucoup de gens se sont accrochés à ces incidents, que moi j'appelle des incidents, qui sont condamnables, qui sont malheureux, mais ne faisons pas de cet incident un prétexte pour dévier d'une rencontre, d'un congrès qui vraiment porte des valeurs importantes. Donc moi, quand Nahda refuse se retire et refuse de signer les accords. L'acte, ou l'accord, c'est un acte solennel, le CPR pareil, parce qu'il y a eu agression, où il y a eu un accrochage, je pense que vraiment, je pense que c'est malvenu, politiquement irresponsable, sachant que Nahda a émis des réserves et elle n'a pas mentionné quelles sont ces réserves-là. Donc je prends acte du fait que ces partis-là, c'est parti là, la Troïka. C'est parti. Ceux qui sont retirés. Je pense que Takat a signé, mais c'est une responsabilité de tout un chacun, société civile, politique, de faire de cet acte un début d'une ère un peu... ça ne va pas tout résoudre, mais c'est quand même un acte solennel. Qu'est-ce qui se passe par rapport à Malzouk qui n'est pas venu au congrès? Pourquoi il n'a pas été invité? C'est secondaire. C'est secondaire. Je pense que c'est secondaire. Le plus important, c'est ce congrès est là. Et c'est dommage qu'on n'a pas fait ce genre de rencontre entre tous les partis bien avant. Maintenant, la Tunisie a besoin de parler et les Tunisiens ont besoin de se communiquer entre eux. Le plus important maintenant, c'est répondre à la violence par la sagesse du Tunisien. Le pacte ou l'acte qui a été signé, c'est ça le plus important. Le reste, ce qui s'est passé pendant le congrès ou pourquoi telle personne ou tel parti n'est pas venu, c'est pas ça le plus important. Quand même, le parti au pouvoir qui n'est pas venu, quand même, qui s'est retiré, c'est grave. Il y a un appel à la constitution d'un observatoire qui s'occupera de ce sujet et qui suivra de près ce sujet. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Et la sagesse tunisienne appelle tous les partis et sans exception, à signer cet acte. Mais là, Nahda n'a pas signé. Moi, j'appelle Nahda aussi à adhérer à cet acte et adhérer à cette culture. Et j'en suis sûr et certain que Nahda aussi font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre la violence en Tunisie. Et je suis certain que Nahda viendront un jour et ils adhèrent complètement à cet acte. Très bien. Qui a été fait. Tahrir, par rapport au congrès. Mais par rapport même si vous n'avez pas participé. Oui, bien oui. C'est-à-dire qu'à Tahrir, on a signé cet acte solennellement avec Dieu. Nous considérons que le changement ne peut pas se faire à partir de violence ou de terrorisme. Et je définirai par ce que j'appelle terrorisme. Mais faire un appel à la sagesse pour controverser la violence, et c'est inadmissible. Pourquoi? Violence implique sanction, implique disposition, implique réglementation. Je ne sais pas si vous faites partie de la Troïka ou vous êtes un parti de l'opposition qui fait appel, ou je ne sais pas à ce que... Je fais appel à lutter. Il faut prendre des dispositions c'est les paroles de claires Sayyidina Issa. face... Sayyidina Issa. سيدنا عيسى تشريع من قبلنا ليس شرعا لنا رد بالك نحن نحكي توا في القرن ال21 quelqu'un qui est violent on ne va pas jouer au sens du un petit peu d'arabe ça fait pas mal par la droite on présente la gauche non
Ça, c'est une forme de sagesse aussi. C'est pas gauche et droite. On n'est pas... Ce que je veux dire, c'est que ce congrès... Le congrès contre la violence et le terrorisme... C'était un congrès pour affirmer la violence et le terrorisme. Qu'est-ce que vous avez contre l'appel à la sagesse pour lutter contre la violence? On appelle à la sagesse, on parle de loi. Il y a des actes de violence, la sagesse. Qu'on doit punir. Il y a une réglementation pour pouvoir... Vous êtes tenu d'être responsable de la sécurité des citoyens, des intervenants économiques, politiques, sociaux de la société. Vous faites appel. Est-ce que vous l'appelez? C'est moi qui pourrais faire appel. C'est-à-dire que Takat est dans la Troïka, il est dans le gouvernement. Vous êtes responsable de ça. Mais le problème, c'est que ce congrès, vous l'avez, je pense même, d'après ce que j'entends parler, il a été mal compris. Qui présente ce congrès? Et qui a géré ce congrès? C'est le pacte. C'est Jabha Chabi. Dans quel but? C'est ça où il faut poser la question, si c'est pas, on ne parle pas de... Écoutez, on n'est pas en train de faire de la littérature ici. C'est Jabha Chabi et le pacte qui m'appellent à ce genre de congrès. Le pacte qui est l'un des partis les plus violents en Tunisie. Oui, ça c'est vous qui le dites. Hein. Mais non, TV, à partir de Jabha Chabi. Monsieur, si vous m'appelez demain à un congrès pour lutter contre la violence, je serai avec vous. Je ne peux pas vous appeler à un congrès pour faire... C'est à vous de faire face à la violence. Oui, la violence, on voit tous les jours. La violence, ce n'est pas uniquement la violence verbale ou physique. La violence, on la voit ailleurs et partout. Je pense qu'il y a eu incompréhension de ce qui s'est passé au Congrès. Alors, je termine. Alors, allez-y. La tolérance, c'est notre religion. Il n'y a pas que punir. Il n'y a pas que punir dans l'islam. On ne parle pas de tolérance dans un congrès contre la violence et le terrorisme. On parle de tolérance entre des différences. Non, il y a une violence. C'est complètement différent. Il y a une violence, il y a un terrorisme. Il y a une grande violence. Il faut faire face à ça. Non, et comment faire face? Vous n'avez rien fait en tant que responsable jusque-là. Il a parlé. C'est vraiment... C'est un problème de commencer. C'est inacceptable de dire que notre police et notre armée n'a rien fait pour lutter contre le terrorisme. C'est pas ça. Mais il ne faut pas... Non, là, il a parlé que vous êtes dans la Troïka, que vous êtes responsable du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait face à cette violence et à ce terrorisme? On a l'impression d'être en tac au tac. Voilà. Alors, non, moi je laisserai monsieur terminer. Alors, terminer, allez-y. Je laisserai monsieur terminer, mais je prendrai la parole. Allez-y, juste après Jumhuri, on passe à un autre sujet. Allez-y. Qui ont déserté, le côté, ils ne présentent absolument rien dans ce sens. La seule attitude qu'ils ont présentée dernièrement, c'était d'ailleurs, on va en parler, face à la Constitution. On va y arriver. C'est-à-dire Sénégypte qui s'est un petit peu étonné de la réaction des autres partis qui essayent de mettre le bâton dans la roue dans tout ce que fait ces responsables. Et ce que je veux dire, c'est que chacun doit être responsable. On doit mettre les points sur les i. Ce congrès, pour qui il a été fait, dans quel objectif. C'est ça qui est important. Comment faire face? Qui à présent, aujourd'hui, le Front populaire, vers quel sens il s'oriente? Où il se met? C'est ça les questions qui doivent être posées. D'accord. Allez, Simej Hajali. Je pense que là, il y a une vraie incompréhension du Congrès. Alors, le Congrès, la première journée, le Congrès n'a pas abouti à cet acte. Le Congrès, il y a eu des commissions qui ont travaillé pour des propositions concrètes. Nous, on a proposé, entre autres choses, d'avoir des statistiques de violence. C'est concret. Pour demain gérer le phénomène de violence, il faut savoir... Quel est le phénomène là, sur les régions, sur les couches sociales? Ça, c'est un élément comme d'autres. L'observatoire. L'acte, ce n'est qu'un acte solennel qui est un message adressé à la population. Autre chose, je reviens sur l'attitude de M. Marzouki. Je le redis, l'acte qui s'est produit pendant le Congrès est un acte isolé. On ne parle pas de violence à la fin S, on parle d'un accrochage. Lequel, moi, je ne peux pas juger parce que je n'ai pas vu, j'étais là, mais c'était derrière moi, je ne peux pas juger de ce qui s'est passé. Je trouve que c'est malheureux. Mais quelqu'un comme le président de la République
qui reçoit au palais présidentiel les LPR et les Drogba, aujourd'hui se désiste du Congrès, boude le Congrès et ne signe pas, parce qu'il y a eu un accrochage et un coup de pied malheureux. Alors, au moins, il devrait y avoir de la cohérence d'un responsable si haut placé. Donc aujourd'hui, je pense que l'attitude de la présidence, et là on est sur vraiment le problème de la présidence de la République, c'est recrudescence de position que personne ne comprend, et je pense que même leurs alliés ne comprennent plus. Donc je passe outre. La responsabilité, effectivement, du gouvernement dans la violence, elle existe. Bien sûr. Elle existe. Aujourd'hui, ce qui se passe, et on va en parler, Chaambi, on l'a dit des dizaines de fois, mais faites attention, il y a un problème. Alors, on parle d'un ministre qui nous dit qu'il y a des gens qui font des exercices physiques, hein, genre scout, hein, et ben, on voit aujourd'hui les conséquences. De Gamart, on voit des gens qui s'entraînent. Il faut arrêter. On a dit qu'il y avait des financements, un problème de financement d'associations en Tunisie, mais non, en aggrave, qui ne fait qu'accroître. On va dépasser ce sujet, on est déjà à 40 minutes de l'émission. On passe tout de suite à la loi d'immunisation de la Révolution. Alors, ça passe ou ça passe pas? On a vu des rumeurs qui disent que le tribunal administratif, pour vice de forme, a arrêté la procédure. Ça a été démenti par la députée de Nahda de l'Assemblée nationale constituante, Hella Hammi, qui a démenti donc, que la loi d'immunisation de la Révolution, elle sera examinée. Elle a dit qu'elle sera examinée lors d'une plénière à l'ANC la semaine prochaine, donc cette semaine. La date exacte sera fixée, donc aujourd'hui, vendredi dernier, elle a été fixée par le bureau de l'ANC. Après, on a eu aussi le porte-parole officiel de l'ANC, Mofdim Sedji, qui a affirmé que la correspondance du tribunal administratif n'a rien à voir avec le projet de loi d'immunisation de la Révolution. Alors, je vous pose la question, où est-ce qu'on en est avec cette loi d'immunisation de la Révolution? Est-ce qu'elle passera, elle passera pas? On commence à avoir des rumeurs, le tribunal administratif s'en mêle pas. Cette loi... est-ce qu'elle est bénéfique ou pas, déjà? Oui, voilà, exactement. Ce qui est certain, c'est que cette loi va être discutée à l'ANC. Ça, personne ne peut empêcher les représentants à l'ANC de discuter cette loi. 2. Ce qui est normal, dans ces périodes et dans cette période de transition, dans tous les pays après la Révolution, il y a des révolutionnaires, il y a ceux qui croient aux objectifs et ont des objectifs de la Révolution, et il y a aussi les anti-révolutionnaires. Dans toute révolution, dans le monde entier, on l'a vu en Europe de l'Est, en Afrique, partout dans le monde, il y a des gens qui soutiennent l'anti-révolution. Et ces gens-là, ils sont parmi nous, existent en Tunisie. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt de la révolution qui a été faite en Tunisie. Le 14 janvier, donc, à partir de décembre. Comment faire en Tunisie pour atteindre les objectifs de la révolution, et empêcher les responsables politiques, et je parle de responsables politiques, de tout ce qui s'est passé en Tunisie, comment les écarter pendant un moment en moi, Tunisie. Moi, j'ai un début de réponse, si vous voulez. Non, mais vous êtes là pour poser des questions. J'ai un début de réponse. Oui, ne vous en faites pas, je vous donnerai la réponse. Je vais dire, qu'est-ce qu'on dit là? Pendant la première phase, ou pendant l'époque de M. Qaïd Sebsi, et de la comité haute instance. Et il y avait M. Sebsi au gouvernement. Cette comité-là ont instauré ou ont mis en place avec la loi des élections, l'article 15, le fameux article 15, a été approuvé par tout le monde. Par toute cette majorité qui était dans cette comité ou commission, qui était en fait la colonne vertébrale de tout le processus politique pendant cette période-là. Est-ce qu'ils avaient tort ou ils avaient raison? Moi, j'ai dit qu'ils avaient raison. Et on a encore raison aujourd'hui de mettre une loi
qui empêche les anti-révolutionnaires. Donc vous êtes de pour nous la faire loi. La Et loi. Takatl, le parti Takatl ou vous? Non, le parti Takatl. Il est pour cette loi. Cette loi actuelle, dans sa forme actuelle, on est contre. D'accord. Mais ça n'empêche pas que nous appelons à aussi mettre une barrière et mettre contre le retour Des RCDistes. des responsables politiques. Je ne dis pas des RCDistes. Je veux dire, si on commence à voir même le nombre de ces personnes, c'est des centaines de personnes qui étaient responsables politiquement sur tout ce qui s'est passé en Tunisie pendant 50 ans. Très bien. Qu'ils viennent, qu'ils disent, qu'ils s'excusent au peuple tunisien. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, vous, jusqu'à maintenant, quelqu'un venir s'excuser au peuple tunisien et dire qu'il avait commis des erreurs ou des fautes? Moi, je ne les ai pas vus encore. Alors, Et je le vois aujourd'hui agir sur la scène politique avec beaucoup de moyens pour nous faire revenir Très bien. avant le 14 janvier. J'adore le discours révolutionnaire, contre-révolutionnaire. Les gens qui ont fait la révolution, les gens qui sont contre-révolutionnaires entre nous. Monsieur, les entre guillemets révolutionnaires, c'est le peuple tunisien qui en avait marre de la cherté de la vie, qui en avait marre du chômage et qui en avait marre que quelques personnes profitaient de ce... Oui, la dignité. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Hein? allez-y. Donc c'est révolté contre ça. Aujourd'hui, vous voulez faire une loi, vous reprochez. Comment ça se fait que personne n'est venu s'excuser? Vous aviez, vous, au gouvernement, la charge d'instaurer la justice transitionnelle. Je vous le rappelle, vous n'avez rien fait. Vous avez même fait un ministère avec un super ministre dessus. Vous n'avez rien fait. Alors, il n'y a pas de cadre. Quand on parle de transition, quand on parle d'excuses, il y a un cadre. Est-ce que instaurer ce cadre, c'était votre responsabilité? Vous n'avez rien fait. Alors, vous êtes contre. Je note que donc Takatl va proposer des amendements à cette loi. Est-ce que c'est ce que vous dites? Parce que vous dites, nous, on est contre cette la loi actuellement. Donc je prends acte, et à chaque fois je prends acte des gens de Takatl, ça ne suit jamais. Est-ce que vous allez donc déposer des amendements? Oui. Ben oui, c'est ce que vous venez de me dire. Logiquement. Hein? Je traduis en termes juridiques. Non, je traduis en termes juridiques ce que vous dites. Vous dites, nous, on est contre cette loi sous cette forme. Donc, ça suppose que Takatl. Vous allez proposer des amendements. Vous allez proposer des amendements. Des amendements ou une autre loi. Oui. Donc, c'est un petit peu l'attitude de la troïka. Pourquoi pas l'article 15? Je prends acte. Alors, je dépasse. Il y a un problème. Aujourd'hui, on a une loi pénale, un code pénal. L'article 5 prévoit dans le code pénal la privation des droits civiques et politiques. Alors, vous aviez, vous, au pouvoir, tout le temps, toute la latitude ou d'appliquer la loi ou d'appliquer la justice transitionnelle, et de fait, ces jugements empêcheraient ces personnes de se présenter. Non, ou la justice transitionnelle. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois aujourd'hui, en tant qu'avocat, quand je vois l'état de la justice aujourd'hui, je me dis, laissez-moi terminer. Je me dis, alors, je ne sais pas quel révolutionnaire vous êtes. Voilà, très bien. Si Tata, deux minutes pour répondre. Allez-y. 2 minutes. Et je vous donne la parole après. Mon ami Del Jumour, il s'est emporté un peu. Oh non, pas du tout. Il me demande de quel révolutionnaire on est. Je ne veux pas revenir en arrière et vous parler. Un peu d'eau. Hein. Pas on est. Écoutez, de ce qu'a fait Takatl avant le 14 janvier ou après le 14 janvier. Je ne veux pas revenir à l'histoire. Moi non plus. Actuellement, en Tunisie, sur la scène politique, il y a des gens qui n'ont aucun intérêt dans le processus actuel de la Tunisie et qui sont contre le processus qui s'est déclenché le 14 janvier. On les voit tous les jours dans l'administration, dans les rues, et on le voit avec beaucoup de moyens. C'est un peu grâce à la troïka. Non, la troïka ne fait pas Qui vous a empêché l'habitant. Qui vous a empêché vous parlez de la loi imposée par l'extérieur. Cette loi ne parle pas des
je vais dire, de cette entité physique ou de ces gens-là qui n'ont pas intérêt à continuer, que la Tunisie continue à atteindre les objectifs de la reddition. Nous pensons, faites à Katel, qu'il y a des gens qui étaient au pouvoir en Tunisie depuis 50 ans, et même surtout pendant la dernière période, et qui sont maintenant là, et qui sont là, et qui guettent la révolution, et qui attendent la première occasion, et on l'a vu sur les plateaux de télévision, on a vu des déclarations qui indiquent leur vouloir ou leur envie de revenir tout ce que cette jeunesse nous a apporté depuis le 14 janvier. Hasb Tahrir. Donc, parti Tahrir. Voilà. Vite fait, par rapport vite à... fait. Non, pas vite fait, dans le sens une Puisque minute. ils ont pris tout voilà, le- prenez le même temps, mais sachez qu'on doit venir sur votre congrès aussi. On doit en parler. Bon, ce que je voulais dire concernant C'est pour ça que j'ai dit vite fait. l'immunisation de la révolution, qui est un problème crucial aujourd'hui. À chaque fois que le problème se met sur table, il n'y a que violence autour. Des événements de par-ci, par-là, des William, à chaque fois où le problème, les mausolées, etc. Donc, bon, plusieurs points d'interrogation se mettent, mais justement, ce qu'on voulait dire depuis tout à l'heure, qu'est-ce que le pouvoir politique a fait? C'est-à-dire les partis au pouvoir, la Troïka alors. Voilà, d'accord. Le pouvoir politique, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui face à ça? Et puis, comment est-ce qu'on a abordé cette immunisation de la révolution? J'ai eu la chance tout à l'heure, avant de commencer le débat, l'émission, de rencontrer un des participants, un Côte d'Ivoirien, je ne sais pas comment ça s'appelle, comme ça. Un Ivoirien. Un Ivoirien, ah voilà, un Ivoirien qui a participé à la rébellion. Et puis il dit avec beaucoup de force, on ne va plus faire de rébellion, on va passer à la révolution. Qu'est-ce que vous voulez dire par révolution? Il dit on va passer au débat d'idées, non plus au débat d'armes. On ne prend plus les armes. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au sein de la couche politique. Il n'y a pas un débat de solution. Le seul qui affiche ce titre, c'est peut-être bien Hamal Hamemi, mais avec beaucoup de stratégie. Beaucoup de stratégie. Il fait un appel au programme en essayant d'introduire les anciennes figures. Et c'est là, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est présenter justement, immuniser la révolution, d'après nous. C'est-à-dire c'est une révolution des mentalités que vous voulez un peu. C'est une révolution des mentalités. C'est une révolution d'autonomie de la réflexion. On n'a plus, par exemple, je pense que vous étiez très proche de la confection de ces dernières élections qu'on a vécues en Tunisie. C'était l'une, pour moi, je ne sais pas comment le terme en arabe, allez-y. C'est-à-dire un des plus humiliants pour la Tunisie. Surtout la Tunisie, parce que la confection n'a pas été faite, même pas 50 minutes. sur le plan localement. Ça a été fait entre des bureaux à Paris et certaines ambassades à Tunis. Et puis, voilà, il faut faire ceci, comme ça. Je pense que si vous n'êtes pas au courant de ça, alors là, ça devient très grave. Très bien. Pour vous. Merci. Allez-y. Donc, nous faisons appel dernièrement pour répondre. à une autonomie de la réflexion et à la non-dépendance, surtout pas de l'Occident, parce que nous considérons que nous sommes à même de trouver des solutions. Très bien. Les Tunisiens ont toujours trouvé le chemin de l'indépendance. J'espère. Ils savent comment trouver le chemin de l'indépendance. On a parlé de la violence, et on est passé pour parler de la loi transitionnelle. D'ailleurs, notre congrès a parlé principalement de ça. Très bien. Ben, on va en parler. Je pense que la Tunisie... On va regarder un reportage, là, vite fait. Je pense... Hein? Vous avez... D'accord. Oui, je pense que la Tunisie et les Tunisiens ont su intelligemment dépasser cette période. Intelligemment, je dis, toute la Tunisie avec toutes les composantes politiques. On a évité ce qui s'est passé en Algérie en 91. On a évité ce qui se passe actuellement en Égypte. Regardez bien ce qui se passe en Égypte et on ne parle pas de la même violence là-bas. En Tunisie, on a pu éviter tout ça
avec une expérience, une première expérience, je dirais, dans le monde arabe, dans le monde musulman, avec cette cohabitation plus ou moins réussie, avec, puisque c'est une première expérience. Bah, il y a des difficultés. Il y a des lois qui sont avec venues. qui? Avec les terroristes à Chambi? Non, je parle de la cohabitation de la Troïka. Ah je oui, parle de la cohabitation non, mais moi, entre les partis au pouvoir. Je parle, moi, pour les Je Donc parle vous de la cette- qualifiez de cohabitation, je prends note. Hein, Non, quand même. non, prenez note, prenez note. Parce que là, on parle de cohabitation entre gens, entre opposants. Hein. Non, non, on ne parle pas... cohabitation, on a signé avec le Jumhuri et avec Nahda. Avec Jumhuri. Avec Jumhuri aussi, le fameux pacte du 18 octobre. Et c'est une continuité pour nous, mais la continuité dans la transition et dans l'amélioration. Très bien. Actuellement, Là, on est à 2 minutes. Hein. cette cohabitation a permis, cette première expérience a permis à la Tunisie d'éviter Merci. beaucoup de violence. Et Takatel, en tout cas, Le Congrès. on ne veut pas de violence. On ne va pas passer au Congrès, on va passer au projet de la Constitution. On fera un tout au table. Je vous propose de regarder un micro-trottoir qu'on a effectué. On a demandé à des gens dans la rue qu'est-ce qu'ils pensent du projet de la Constitution. On regarde ensemble et on revient sur le plateau. Je l'ai lu, globalement, il n'est pas mauvais. Il y a des manques. Il manque quelques... comment dirais-je? Il y a des articles qui sont satisfaisants, d'autres qui ne le sont pas. Je pense que c'est une perte de temps et que l'argent qu'on a investi dans le projet de cette assemblée constituante, on l'aurait investi dans créer d'offres d'emploi pour les jeunes. Je pense, et que les autres aussi, les Tunisiens pensent, que cette constitution n'est pas démocratique. On ne trouve pas des articles qui protègent les droits de l'homme, la liberté et la démocratie en Tunisie. Et ils ont dépensé beaucoup de milliards, plus que 144 milliards pour une constitution qui n'est rien. Aujourd'hui, il y a le pour et il y a le contre. Mais moi, je voudrais m'adresser aux démocrates, dont je fais partie de cette famille démocrate. Aujourd'hui, s'il y a un consensus à trouver, c'est avec plus ou moins cette troïka-là. Et je pense que le débat, il est ouvert. Soyons calmes, ne tombons pas dans le piège où ils veulent nous mener, à savoir un référendum, parce que le référendum, c'est la fin de la Tunisie. Économiquement, on ne peut plus supporter tout ça. Il va falloir trouver un consensus. Et si consensus il y a, ce n'est pas entre démocrates. Donc le consensus, il va falloir aller le chercher avec ces gens-là, qui font partie de la Tunisie. C'est des Tunisiens. Il va falloir trouver une solution avec eux. Une solution qui satisfasse tout le monde. Et le peuple en a marre aujourd'hui. Il en a marre de la politique. C'est vraiment honteux que la Tunisie, le pays dans lequel moi je connais très bien, je suis là depuis 1957, cette constitution n'est pas encore faite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les messieurs de cette fameuse chambre-là sont encore en train de négocier leur intérêt personnel sans avoir pensé à l'intérêt du peuple tunisien. Et on a donné nos votes pour écrire ce fameux constitution, c'est bien ça, non? Pour une année ferme. Alors que eux, actuellement, ils ont passé la période légale et pour moi, je considère qu'ils sont actuellement illégaux là-bas. Alors voilà, on a vu un peu le micro-trottoir. On a essayé quand même de prendre plusieurs personnes. Hasb Tahrir, par rapport au projet de la Constitution, vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez réagir? C'est vraiment on a pris monsieur tout le monde dans la rue, des gens qui parlent par rapport au projet de la Constitution. Il y en a qui disent qu'on a dépensé plus de 140 milliards pour l'ANC, on aurait dû mettre ça pour l'emploi. Il y en a qui ont dit ça fait plus d'1 an qu'ils travaillent dans cette Constitution, on n'a rien. Il y en a qui ont dit que cette Constitution elle a été concoctée pour Nahda, etc. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là? Je reviens à ce qu'on a dit au début de l'émission, c'est-à-dire que ce n'est pas l'être humain de décider de ce que je peux faire, ni de ce que je ne peux pas faire. Ce n'est même pas à la société de me dicter mes droits, mais c'est plutôt au créateur. Et c'est pour ça que Hasb Tahrir, nous, par exemple, nous avons présenté un projet de constitution
qui pourrait s'étendre pour le monde entier, pas que la Tunisie, quoi. Pas seulement pour la Tunisie. C'est un projet de constitution pour mondialement l'État de Khilafa que l'Occident connaît très bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui, ça fait mal au cœur, parce que pour pouvoir avancer, il faudrait avoir un consensus et un accord au sein de la société. Déjà, avant sa naissance, on ressent que le bébé, ce fameux bébé qui a beaucoup... c'est-à-dire qu'il nous revient avec un bébé de Bourguiba. C'est les années 59. Après 2 ans de débat, de dépenses, d'attentes, tout ça, vraiment, ça élargit le sentiment d'inconfiance entre le politique et toute la couche politique. Ce n'est pas seulement les partis au pouvoir. Lorsqu'ils nous écoutent en train de parler, ils se disent « mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là » Et il a dit qu'ils se sont tapés, la dernière personne, ils se tapent notre argent, ils ne font rien, c'est ce qu'ils ressentent. Donc il ne va pas y avoir ce mariage entre le politique et la société civile. Et la Oumma. Et là, c'est grave ce que vous faites. C'est-à-dire, même si la constitution qui va naître est une constitution provisoire, vu Sahwa al-Islamiyya et l'avenir de la Oumma islamiyya, c'est-à-dire il n'y a pas à dire. Très bien. Nous savons très bien que son avenir sera dans le Khilafa pour très bientôt, bi'idhnillah. Mais même sur le plan provisoire, on retrouve une ancienne équipe politique affaiblie, très bien, très littéraire, pratiquement de passage, moi je trouve, qui ne trouve aucune solution jusqu'à aujourd'hui. Alors, Parti Jumoul, par rapport à ce que vous avez vu dans le micro-trottoir, et rebondir peut-être sur... Je vais relever d'abord un peu ce que disait mon cher ami. Vous avez présenté un projet de constitution. Vous avez entendu ce que vous avez dit juste avant? Vous êtes pour le Khilafa ou pas? Je vais répondre. Vous avez présenté un projet de constitution. Dites-moi, il est humain ou il est divin, votre projet? Il est humain. Donc, même dans vos propos, il y a de la contradiction. Il y a beaucoup de contradictions. Ceci étant, je ne partage pas votre pronostic sur l'arrivée de Khilafa bientôt. Ça, c'est un autre débat et je ne pense pas que ce soit le cas d'aujourd'hui. Nous, par rapport... je pense puisque que vous cet appelez échange... le parti républicain, c'est sûr que c'est un petit peu le Bien sûr qu'on est républicain. Mais réellement, votre avenir sera plutôt le parti de Khilafa, par analogie. La Constitution, il faut essayer de traiter de ce sujet sans effusion, ni d'un côté ni d'un autre. Ce n'est pas la meilleure constitution au monde. C'est pas la pire non plus. C'est pas la pire non plus. Il y a eu des avancées. Il y a eu la première partie du dialogue. Le round. Le dialogue entre les partis, suivi par le grand dialogue sous la coupole un peu de l'UGTT. Il y a eu des avancées. Ces avancées sont notables. L'essentiel des libertés est là et figure dans cette constitution. Les améliorations, il en faut. Bien parce sûr. que les gens lisent des articles et omettent des articles. Il y a les mesures transitoires. Je pense que ça doit... Ils vont faire peut-être une commission qui va revoir ces mesures, les ramener. De toute façon, c'est obligé d'avoir des mesures transitoires, mais les ramener à des délais un peu plus raisonnables, peut-être de 6 mois, vu qu'il y aura une lecture de lecture. Il y a quelques articles qui posent problème, mais je pense qu'en continuant le dialogue, on va arriver à un consensus. On ne parle pas de... Mais je vous corrige, on ne parle pas on parle que de projet de constitution. Exact. On parle de brouillon. Ce n'est pas la constitution. La position décriée du parti Jumhouri, de Maya ou de Issam ou de Sinaï, moi je ne comprends pas. Là, on est en train de parler de projet de constitution qui est encore en attente d'un plus large consensus, sur lequel on a des réserves, mais on considère que c'est une base de discussion, disons, valable. C'est une base de discussion. On n'est pas face à une constitution.
ce n'est pas... Des partis fait l'opposition, celle de parti Jamhouri. C'est les seuls qui ont donné une position assez logique face à ce qui se passe. Le reste, par exemple, la position de Ayad... il a changé d'avis. Hein. Heureusement. Et Ayad Ben Achour trouve que la Constitution... Heureusement. D'ailleurs, soutient notre position et trouve que la Constitution, c'est un projet sur lequel on peut bâtir. Il y a les articles concernant l'instance judiciaire. Vraiment, il faut donner plus de pouvoir, plus d'indépendance à ces instances-là. Allez, on n'a plus beaucoup de temps, vraiment. Hein. Ce n'est qu'un projet, comme l'a dit notre ami. C'est un projet, c'est un draft, c'est un brouillon, et c'est à améliorer. Ce qui est certain... C'est pas le premier draft, en tout cas. Bien sûr, c'est normal. C'est le deuxième draft. C'est normal. Il y a eu même une dizaine de drafts. Avant non, mais je parle officiellement, pardon. Le premier et le deuxième, là. Hein. Dans les commissions, il y a eu un travail colossal, un travail très important, énorme, qui a été fait. Il faut saluer les gens qui ont travaillé dans les commissions. C'était pas facile, c'était pas évident de rallier tout le monde. De toutes les manières, l'objectif de notre parti, l'objectif de Takatul, c'est arriver à un destour, à une constitution qui présentera tous les Tunisiens, sans exception. Ouais. Ça va être difficile. Ça, c'est l'objectif. Vous me direz qu'on ne serait jamais à 100% avec, mais je vous dirais que vous mettez actuellement la plus belle constitution, le destour le plus... Et il y aura toujours des gens qui vont dire non, c'est un mauvais. Parce que c'est sûr. Hein, il y a toujours des gens mécontents, ça c'est certain. Parce que ce qui n'est pas normal, c'est qu'on se situe dans un parti politique, on parle de la Constitution pour toute la Tunisie. Là, c'est l'intérêt national, c'est la Constitution, pas pour nous, pour nos enfants. Donc, pour le futur. Objectif, pour le futur, notre objectif, c'est arriver avec tout le monde, avec toutes les composantes de la société tunisienne, à arriver à un destour qui présente tout le monde. Et tout le monde s'y trouve dedans. C'est ça notre objectif. C'est ça l'objectif du Takatul. Est-ce que vous avez lu la Constitution que présente Hizb ut-Tahrir? Non, nettement non. J'ai pas eu l'occasion de lire. Vous avez lu la Constitution du Portugal? Mais le Portugal, oui. Ouais. Celle de France aussi? Une idée. J'ai pas tout lu, mais une idée. Et c'est avec cet esprit que... Mais je pense que vous présentez... Pour moi, par exemple, je trouve que c'est inaberrant d'étudier la constitution du Portugal ou celle d'autres expériences, comme ils vous le présentent, à partir du programme des Nations Unies pour le développement, qui met des fonds assez suspects, qui vous encourage à étudier tout ça. Vous voulez mettre, vous? Je parle de la Constitution. Non. Citez-moi. Je parle d'une Constitution que Hizb ut-Tahrir a présentée à tous les membres de la Constitution et à tous les partis politiques en Tunisie. Vous êtes contre cette Constitution. Laquelle? Je ne la connais pas. Je ne peux pas être contre ou pour. Je pensais que vous étiez contre. Mais je vous pose une question. Je vous pose une question. Est-ce que votre Constitution a déjà existé dans l'histoire? Elle a été faite. Est-ce que déjà été appliquée dans l'histoire? Par des ulama. Pendant une période, dans un pays. Moi, je n'ai pas vu de Constitution de Hizb ut-Tahrir. Il fallait lire cette Constitution. Ça vous aurait permis de pouvoir distinguer, de comparer entre un esprit libéral, démocratique, occidental et un esprit purement islamique. Non, moi, je lis le Coran. Islamique, purement islamique, je lis le Coran. Je ne lis pas des écritures en parallèle du Coran. Je lis le Coran et je crois à ça. Mais je lis aussi les autres, institutions et les autres destours dans le monde entier. Portugal. Parce que je crois à moi, je crois à mon islam, je crois... Vous croyez à votre islam bien sans sûr. Lire les je lis le Coran. Non, je lis le Coran, je crois les au réflexions Coran. Non, je crois au Coran. Du Coran. Je crois au Coran. Seulement au Coran? Bien sûr au Coran. Sans lire les ulama. Lesquels qui comprennent le Coran. Il y a des centaines de ulama actuellement. Et chaque... on vous a présenté une constitution mise. Avec plaisir, je les lirai, mais je ne peux pas. Après 2 ans de débat je ne contre la Constitution. Je ne peux pas faire confiance à 100 ulama qui s'entretuent entre eux et ils parlent tous au nom de l'islam. Qui s'entretuent entre eux? Qui? Ces ulama, ces écoles, ces différentes écoles. Je voulais que je donne des exemples. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Allez, mais alors vraiment... Au Soudan, qu'est-ce qui se passe? C'est des musulmans qui s'entretuent entre eux.
Actuellement, ce que je vois, en Syrie, c'est des musulmans. Actuellement, ce que je vois en Syrie, les chiites, c'est pas des musulmans. Vous savez, je vais vous raconter cher ami, je vais vous raconter c'est pas vos amis, les Saoudiens. Mais c'est des islamistes, ceux-là. Je vais vous raconter une anecdote, juste 20 secondes. J'ai un ami syrien que j'ai vu actuellement. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi, je préfère être protestant ou catholique actuellement et surtout pas musulman. Je lui ai dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit parce que si vous êtes sunnite, vous allez être tué par les chiites, et si vous êtes chiite, vous allez être tué par les sunnites. Donc il m'a dit texto comme ça. C'est faux. Et écoutez, je vais vous dire ce qui se passe. Je vous ai raconté une histoire, une information. On n'est pas en Syrie. Moi, je suis pas le sujet. Alors, en 20 secondes, j'ai parlé 20 tout simplement. 20 petites secondes. Moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour l'ulama. Dès qu'il vous donne la parole, alors. J'ai beaucoup de respect pour l'ulama. Ceux qui ont étudié les penseurs. Mais je ne peux pas honnêtement faire confiance. Mais je ne peux pas aujourd'hui faire confiance à tous ces ulama qu'on voit partout dans toutes les chaînes et qui s'entretuent entre eux au nom de l'islam. Là, personnellement, je ne me trouve pas. Très bien. Alors, 20 secondes en Syrie. Il a pris beaucoup plus, Mahdi. Mais là, on va parler du Congrès après, donc 20 secondes. Mais j'étale sur le Congrès. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour la Syrie, c'est vraiment le plus mauvais exemple. Je vais vous donner l'exemple du Soudan. Je vous donne l'exemple de l'Afghanistan. Ça, c'est la démocratie. C'est des musulmans qui sont traitus au Soudan. Mais en Syrie aussi, c'est des musulmans qui sont traitus. Non, il ne veut pas parler de la Syrie. Qu'est-ce qui se passe au Soudan? Qu'est-ce qui se passe à Darfour? Laissez-moi parler juste un petit instant. Vous ne m'avez pas compris. Allez-y alors. C'est comme ma constitution, vous ne l'avez même pas lue. Donc, vous vous y opposez. C'est pas de ma faute parce que je l'ai vu nulle part. C'est de ma faute. Je l'ai vu nulle part. Laissez-moi juste vous expliquer un petit peu. Je vais vous l'envoyer, la constitution. La Syrie, c'est la faillite de l'Occident. C'est d'ailleurs la dernière guerre qu'ils essayent de nous instaurer. Ils essayent de salir cette révolution qui présente un projet pour toute l'humanité. Ce qui se passe en Syrie, c'est une révolution islamique. C'est ce qu'a qualifié tous les représentants de l'ONU, surtout le Vert américain. Le Vert l'a dit, ce qui se passe en Syrie est très spécial. Le Vert, c'est qui? L'Akhdar al-Ibrahimi. D'accord. Donc, il l'a dit. Alors, ce qui se passe en Syrie, c'est totalement différent. La dernière. Une petite question, s'il vous plaît. Allez-y, tout de même. Retenez-la. Un peu de démocratie, comme vous dites. Allez-y. Retenez-vous. Mais là, vous perdez du temps sur les autres sujets, donc allez-y. De l'Occident se concrétise en Syrie. Ils n'arrivent plus à avoir de solution. Ils sont toujours sauvages. Ils essaient toujours sur l'Akhdar. Ah oui. Ils essayent d'imposer leurs solutions. Là, ils n'arrivent pas. Ils ont essayé de jouer avec Al-Qaïda. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils essaient de jouer avec Hizb Iran en Libye, au Liban. Ils essaient de jouer avec cet État perse. Ils essaient de jouer avec les Saoudiens. C'est les sunnites. Mais ce n'est pas vrai. Sur le terrain, il n'y a pas de sunnites et de chiites. Il y a des pro-Ba'ath, des pro-américains et ceux qui veulent être indépendants de toute, c'est-à-dire de cette colonisation internationale. Il faut savoir aussi lire les faits. Alors là, on va arrêter le sujet de la Syrie. On va passer à la sécurité du pays. Je pense que c'est un peu plus important. Et bien sûr, à la mine qui a éclaté dernièrement. Heureusement, il n'y a pas eu de morts ou de blessés. Il paraît-il que c'est un animal qui est passé sur la mine. C'était dans une zone protégée. Mais il y avait quand même une mine posée par des terroristes, si on peut appeler ça des terroristes. Alors, on a fait un petit micro-trottoir. On va le regarder tout de suite sur Jebel Sharab et on revient sur le plateau. Pour moi, c'est pas clair en fait. C'est pas clair. Tu vois, en fait, on n'a pas une bonne idée. Parfois, ils ont dit qu'il y a des mines, qu'il y a des personnes qui sont là-bas. Mais comment ils se sont venus en fait? Comment ils se sont installés là-bas sans qu'on les voit? Il y a un conflit avec les informations.
Et je crois qu'il y a une mauvaise coordination à propos de ce que le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, il n'y a pas une collaboration bien déterminée à propos des tremplins qui sont en train de vérifier. Il n'y a rien qui est clair, on ne comprend rien du tout, qu'est-ce qui se passe exactement. Il y a des infos qui circulent qu'il y a des groupes djihadistes ou terroristes qui sont en train de faire des choses, mais au niveau mondial, moi je vais à l'étranger, je vois à la télé, je vois des choses. Là je suis en Tunis, pour le moment je vois que la capitale elle est calme, il y a des choses à améliorer comme tout le monde. Mais j'aimerais bien que le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense qui sort explique aux gens qu'est-ce qui se passe exactement. Je repose la question aux autorités. Si on n'arrive pas à détecter et trouver une solution dans une circonférence telle que Jbel Jam, que dire demain si on est attaqué par notre pays? Moi je pose la question. C'est la grande question, c'est le grand énigme. Donc j'interpelle moi toute bonne volonté dans ce pays d'être honnête avec le peuple. Parce que j'ai l'impression que c'est un scénario, mais c'est un scénario de bas de gamme. Après donc ce reportage, on revient donc sur le plateau. On a vu donc la dernière personne qui dit c'est un scénario, une stratégie peut-être du gouvernement d'avoir mis des gens là-bas pour que l'opinion publique soit déviée. Alors je ne sais pas. Les gens, en tout cas, on a vu que c'était pas du tout clair chez les gens. C'est vrai que, alors il y a beaucoup de déficits. Un, déficit d'information, déficit de communication. Sur ce genre de problématique, l'information et la communication, elle est importante. La contrôler, avoir une meilleure information permet de contrôler l'information. Une absence d'information permet à des gens de tisser derrière, et permet de faire enfler Il y a un manque d'information, ça fait des rumeurs. Ça fait les rumeurs. Et ça fait un impact même économique dans le pays, et ça se ressent. Hein. Ça fait l'effet boule de neige. Alors, en Tunisie, il y a un problème sécuritaire. La question aujourd'hui se pose pour Charalbi. Elle s'est posée dans des heures, dans des caches d'armes qu'on a trouvées. La question on a commencé à poser la question depuis au moins un an. Il y avait un discours qui préfigurait de ce qui allait se passer. Il y avait des caches d'armes trouvées qui préfiguraient de ce qui allait se passer. Et il y avait ce manque manifeste de volonté politique d'arrêter ce phénomène à ce moment-là. Aujourd'hui, le problème est un problème de financement. Alors, on a une cacophonie de déclarations. Une fois, Ansar Sharia est une organisation terroriste. Une fois, non, elle ne l'est pas. Donc, de plusieurs responsables, on ne sait plus où donner de la tête. Aujourd'hui, il faut avoir une politique ferme. Aujourd'hui, quand je vois des policiers amputés, des soldats, des militaires amputés, blessés, on me dit pourquoi on en est là. Et le problème, mais c'est évident, mais la zone Chaambi, c'est pas un petit quartier. C'est grand. C'est énorme. C'est énorme. C'est des dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés. C'est une reconstitution de l'Afghanistan, ça. C'est beaucoup Sachant que cette montagne-là communique avec une chaîne de montagnes. Sortir de là, on a déjà vu ça, à Slimane. Les groupuscules qui étaient dans les montagnes, finalement, ils sont allés en ville, ils sont descendus sur Soliman. Il y a eu des morts, il y a eu des heurts. Pourquoi on arrivait là? Tout le monde a alerté le pouvoir en place sur ce qui se passait. Tout le monde a tiré la sonnette d'alarme. On a eu le reportage, le fameux reportage, je pense, sur France 2. Oui, envoyé spécial. Après, on a eu la déclaration, c'est des scouts qui font du sport. Il faut arrêter les conneries. Et à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et le problème, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un ministre qui est suite aussi à plusieurs revendications essentiellement de notre parti. On a un ministre qui n'est pas, entre guillemets, partisan, mais aujourd'hui qui doit avoir toute une politique, toute une classe politique qui a le même discours contre la violence. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Très bien. Ouais. Alors, donc, je comprends très bien que les citoyens, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas. Pourquoi, en fait? Et je trouve que c'est normal, c'est très normal. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est étrange pour la Tunisie. C'est étrange pour les Tunisiens.
Notre ami dit qu'il a donné le signal depuis au moins un an. C'est vrai. Mais rappelez-vous, nous, on disait au début, en février 2011, juste après la révolution en Tunisie, un mois après, on disait la révolution, la réussite de la révolution tunisienne passe par les frontières de la Libye. Parce qu'on était là sur les frontières. Et on regardait, on voyait toutes les associations qui étaient sur place, dont vous parlez tout à l'heure. Et on voyait, c'était à l'époque de M. Beji Caïd Sebsi qui était au gouvernement. Et tout le monde... je ne suis pas sûr, en février 2011, c'était Mohamed Ghannouchi. C'est juste après la révolution. Et juste non, mais... même pendant ce qui s'est passé en Libye... Oui, mais ça, on le sait très bien que les armes sont passées par les frontières. Oui. Non, si, on voit le rapport. Avec Chaambi maintenant. Non, Chaambi, ceux qui sont venus à Chaambi, ils sont venus quand? Pendant toute cette période. Les armes qui sont en Tunisie maintenant, pendant toute cette période. Ce n'est pas récemment que ces armes sont arrivées en Tunisie. Moi, là, vraiment, je me permets de vous couper. Je me permets de vous couper parce que vous êtes sur une logique. Non, ça s'est passé sous. Non, ça s'est passé. Non, mais c'est ce que j'entends moi. Ça s'est passé sous Beji, donc les armes étaient là avant. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de discours. Non, il y a des doigts qui arrivent de l'étranger, qui sont en train depuis un bon bout de temps. Si vous me laissez continuer, vous trouverez votre bonheur. Vous avez parlé d'associations tout à l'heure. Ces associations sont arrivées en Tunisie au début de ce qui s'est passé en Libye. Et on les a vues à Choucha, sur le Benghazi, et à Tataouine. On les a vues. On les a vues. Et on a vu par la suite des associations impliquées. Lesquelles? Les dépôts d'armes qu'on a trouvés en Tunisie. Quelle association? Les responsables, les dépôts d'armes qui ont été trouvés à Ben Khdesh, par exemple, on connaît les associations qui ont... Mais qui? C'est des associations. Quelles? Ceux qui ont été arrêtés à la suite le dépôt de Ben Khdesh. Est-ce que vous savez, les associations, les personnes qui ont été derrière ces armes... je pense qu'il parle d'associations entre associations cette association, les associations... Association Jamaïet, bien sûr, Jamaïet. Mais lesquelles alors? Mais lesquelles associations civiles, finalement? Les associations, les personnes qu'on a arrêtées après la trouvaille des dépôts de Ben Khdesh, c'est des gens qui militaient à Choucha, et qui étaient présents et qui militaient dans des associations qui étaient à Choucha. Donc le début de Chaambi était bien avant, à commencer avec l'arrivée justement des associations. Ça m'interpelle quand même, ces associations. Non, bien sûr. Les gens que vous trouvez aujourd'hui à Chaambi ou ceux qui ont été à Chaambi, à la maison, n'étaient pas dans... On n'a trouvé personne. Ils étaient... Non, on a arrêté plus qu'une quarantaine de personnes. Moi, si je suis à Chaambi, à la suite des événements de Chaambi. À la suite d'eux, mais à Chaambi... Ils ont été relâchés. Il y a au moins une dizaine qui ont été on a arrêté personne. À la suite des événements de Chaambi... Excusez-moi, Excusez-moi, moi ce que je trouve malheureux, c'est que ces gens de Chaambi parlent eux aussi de l'islam. Et parlent eux Allez, aussi on a une heure de définition. et parlent eux aussi au nom de l'islam. Nous, ça... C'est un dernier recours ou quoi? Non. Ça, c'est étrange à la Tunisie. C'est étrange à la société tunisienne. Tout ça, mais je dis un dernier mot, laissez l'armée faire son travail. Laissez notre armée elle s'entretue, l'armée, en fait. Laissez notre armée faire son travail. Laissez les polices, la garde nationale faire son travail. Et ils vont faire leur travail. Vous savez que la Tunisie... D'accord. Non, là, depuis tout à l'heure, on a eu... Là, je me permets de parler sur un sujet quand même que je connais très très bien. Alors, ce que vous venez de me dire, alors laissez les policiers faire leur travail, laissez les militaires faire leur travail. Exact. Vous êtes dans un gouvernement aujourd'hui qui pratiquement toutes les semaines, on a des dohats qui arrivent en Tunisie. Laissez-moi terminer, monsieur. Arrêtez de déformer. Vous avez répondu 10 minutes. Vous étiez à côté. Vous parliez de Beji, vous parliez de Bouchoucha. Je vous parle de choses. Il y a un endoctrinement de notre jeunesse. Il y a un endoctrinement de notre jeunesse qui a conduit à Chaambi, qui a conduit aux gens qui partent en Syrie. Et tout ça est lié. Chaambi n'est pas un phénomène de foire isolé. C'est un processus qui s'est enclenché
sous la responsabilité de ce gouvernement dont vous êtes une partie prenante, le fait de laisser des gens incultes arriver en Tunisie, tenir des meetings et pousser les gens à le djihad, et ces vidéos existent. Et vous le savez, donc ne me parlez pas de bouchoucha et ne me parlez pas d'associations que vous n'arrivez pas à citer. Bien sûr. Non. Alors, Tahrir, par rapport à Chambi, on est vraiment à la fin de l'émission. Vraiment, on a fait 1h30. Et de l'affaire Chambi, je demande. Je n'ai pas la Pas tous ensemble, pas tous ensemble, s'il vous plaît. De laisser notre à la maison, ils ne peuvent pas nous écouter. Faire son travail. À la maison, ils ne nous écoutent pas. Monsieur Sler, ce qu'on remarque exactement dans l'intervention des gens, c'est pas clair. C'est une grande énigme. C'est un scénario. Il y a un conflit d'informations. Il y a un conflit de positions. Chacun, comment il essaye de... Comment elle a défini. Il l'a défini. Le problème, c'est que cette situation, je dirais que même pour le politique aujourd'hui, c'est pas clair. Ce qui s'est passé entre la déclaration du gouvernement lui-même... Pour nous, c'est clair. C'est des intégristes. C'est pas vrai. C'est des intégristes, des terroristes qui sont actuellement à Chambi et qui parlent au nom de l'islam eux aussi. Bon, c'est ce qu'a dit Ali Larry. Il a présenté cette thèse de terrorisme au départ. Il était très chaud, et puis on va frapper fortement, et ceci. Après, on a même interdit le congrès de Ansar al-Sharia comme ça. Bon, c'était un petit peu un coup de bras de fer. Toute une mise en scène pour remettre le côté terrorisme sur la table. Même Ouartaz, le président des droits de l'homme, a reparlé de la remise en question. La remise de la loi contre le terrorisme. En vigueur. De la part de qui? Du ministère des droits de l'homme, dont nous connaissons, bon, je ne sais pas quelle est ses origines politiques. Bon. Mais il y a eu... c'était vraiment... c'était le désordre total. Mais c'est qui, à votre avis, le seul qui a présenté la situation après... C'est qui, à votre avis, ceux qui sont à Chambi actuellement? À votre avis, c'est qui? C'était Mahdi. Ceux qui se sont présentés d'une manière responsable et qui ont repris les choses entre les mains, c'était le pouvoir militaire. Ils ont dit texto, il n'y a pas d'acte terroriste. C'est pas ça, c'est pas ce qui se passe. Fait Chambi, ils ont remis les pendules à l'heure. Même les déclarations qu'a fait, soi-disant, le représentant du ministère de l'Intérieur, il les a corrigées. Non, il y a des liens entre ce qui s'est passé à Tadamon. C'est Mohamed Ali Al-Arabi, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il y a eu une correction de la position. Attention, arrêtez vos enfantillages de terrorisme, de ceci. On est en train de patauger dans un terrain miné. C'est ce que voulait dire le pouvoir militaire, ce que vous n'avez pas vraiment très bien assimilé. C'était pas... on l'a fait 1h30 d'émission, on est vraiment... Allez-y. Donc, alors, pour vous, à Chambi, il n'y a pas de terroristes, ce sont des terrains minés, c'est ça? Nous, mai, pendant le mois de mai, nous avons fait une déclaration, nous avons présenté ce qui se passe, ce dossier de Chambi, des actes de violence et de terrorisme qu'on essaie d'instaurer en Tunisie et qui est derrière ces actes. Nous avons même nommé notre voisin partenaire de Gavefi, que vous n'avez pas aussi lu. C'est cela. Notre position, n'a pas été aussi... Vous n'avez même pas... On a présenté un communiqué très clair en mettant les points sur les i, à ce que fait l'Algérie, dans quel but, pour faire face à la révolution, et on a donné des preuves, ce qui a poussé le ministre de l'Intérieur algérien à répondre à la télévision en disant que nos voisins du parti politique, le parti Tahrir de Tunisie, n'ont pas été très exacts. Je vous pose une question. C'est qui sont actuellement au Chambi? Est-ce que c'est l'armée qui s'entretue? Est-ce que vous croyez que c'est... Vous m'avez pas compris. Il y a déjà eu un mort. Écoutez, c'est des agents secrets qui se sont installés pour mettre une situation de terrorisme, pour pouvoir préparer à la mise, c'est-à-dire ils essayent de mettre leurs mains sur le pouvoir, même militaire, en Tunisie. C'était pour
Moi, je crois aussi... Monsieur Mejid, juste pour conclure sur pour conclure sur ce sujet. Conclure sur ce on sujet. passe au congrès en 2 minutes après. C'est très et on termine facile l'émission. de dire faisons confiance à la police et aux militaires pour faire ce travail. Ça ne veut rien dire. C'est très facile à dire. Effectivement, on leur fait confiance. Après, il leur faut les moyens de le faire. Après, il faut que tout le monde adopte une politique qui fait en sorte qu'on n'alimente pas le phénomène terroriste. Parce que le phénomène terroriste s'alimente de financement. Alors, s'alimente de ces droites, de toute une ambiance, d'un langage politique. Si les politiques arrêtent, mais c'est facile de dire, alors les policiers et les militaires, allez-y, nous on fait comme si on n'a pas vu les financements, comme si on n'a pas vu le DAAT, mais allez-y, on vous fait confiance, allez vous prendre des mines. C'est ça le discours? Non, mais c'est ça. Mais quelle est la responsabilité du politique? Quelle est la responsabilité? Quelle est la responsabilité du politique? C'est de prévenir. C'est de prévenir, de faire en sorte que ce phénomène-là ne se transforme pas en violence et ne se transforme pas en politique. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pour prévenir? Rien. Effectivement, on fait aussi confiance aux militaires, aux policiers, et on aimerait leur épargner Très bien. cet On termine donc cette émission, c'est la fin. Juste, Monsieur Tatal, par rapport au congrès national, le 2e congrès national du parti Tahrir, qui a eu lieu donc le 22, samedi dernier. Alors, un petit résumé de ce que vous avez parlé. Donc c'est notre 2e congrès annuel concernant le Khilafa. C'est l'État islamique. Le Khilafa, c'est le système politique de l'idéologie islamique. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de doctrine islamique, on parle de système. Comment appliquer ça? C'est-à-dire, d'après la législation islamique, c'est seulement le système de l'Khilafa. On ne peut pas parler de république pour l'islam. C'est-à-dire, ce n'est pas le peuple qui va définir la loi, les systèmes, mais le peuple a le droit de choisir qui gouverne selon... on a présenté ce congrès sous 4 thèmes principaux. La crise politique que l'on trouve, c'est le problème de la Constitution, le problème du juridictionnel, de tout ce qui est système et solution. Et on a parlé aussi de la crise économique, que ce soit sur le plan national ou international, en mettant le point sur l'influence internationale sur toutes les économies, sur les petites économies, et comment pouvoir se libérer. Et c'est pour ça que le congrès a été intitulé « Le changement et la libération ». C'est-à-dire « Mu'tamar al-Khilafa, al-Taghir wa al-Tahrir ». Pour le changement, il faut nécessairement être libéré. Libéré dans son politique, dans son économique, et surtout en matière de relations internationales. Moi, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de revenir la semaine prochaine pour parler on en parlera un peu plus, on développera sur votre 2e congrès national du parti Tahrir. C'est la fin de l'émission, on n'a vraiment plus de temps de parole, on a dépassé d'une demi-heure l'émission, je pense. Ça va être une émission d'1h30 alors. Voilà, merci beaucoup Ahmed Tatal, membre du bureau d'information du parti Tahrir. Monsieur Sleh Mcheleg, alors, membre du bureau politique du parti Ettakatl, et M. Mejid Hajali, membre du comité central du parti Jumoul. Et merci à vous, à la maison, d'avoir suivi notre émission, un peu plus longue que d'habitude, mais riche en informations. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain à 20h15, pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités et sûrement de nouveaux sujets sur la table. Merci d'avoir suivi notre émission. Bonne fin de soirée sur notre chaîne, sur Télésnet TV. Bye bye, à bientôt.